Bon, tout le monde veut intégrer l'IA dans sa boîte, mais sans une bonne stratégie data, c'est mission impossible. Et c'est justement ce dont on parle ici, la data, de manière concrète et appliquée, pour comprendre ce qu'elle transforme vraiment dans une entreprise. Ce format, 99 problèmes, on le publie 2 fois par mois et avec des entrepreneurs comme Hugo, Maël, Simon ou Sylvain, on échange sur des problèmes réels et sur la façon de les comprendre puis de les résoudre. Moi, c'est Fabien, data scientist et cofondateur de Tizi. Je vous partage des méthodes, des outils, des astuces et surtout de la clarté pour construire une stratégie data robuste qui ouvre de nouvelles portes. Allez, c'est parti pour le problème du jour. Ok Clément, pourquoi est-ce que c'est si facile d'abandonner de bonnes habitudes et en quoi ça ruine le développement de performance? Intro dans le vif, direct, tu vas te présenter juste après. Ok. Tu vas nous dire quel est ton job. Tu vas nous expliquer ton métier, qui est très axé sur la performance. C'est presque... Ouais, non, mais c'est vrai que c'est devenu une partie intégrante de ma vie et je parlerai de quels sont les effets néfastes aussi. Ok, l'objectif du sujet d'aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi les systèmes qu'on met en place, notamment de mesure de performance, ils peuvent se retourner contre nous. Et au final, ça peut être un élément qui nous fait échouer sur les objectifs qu'on peut se fixer. On va piocher aujourd'hui dans des études qui sont faites en économie, en psychosocial, et on va réussir à faire un parallèle avec l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas toujours évident. Tout ça pour éclairer sur ce défi assez concret et répondre péniblement à cette question. Parce qu'on va arriver bientôt au 1er janvier 2026, et qui dit qui dit nouvelle année, dit bonnes habitudes. Bonne résolution. Bonne résolution, pardon. Et on connaît l'histoire dès le 15 janvier. Ces résolutions ne tiennent déjà plus. Écoute, je veux bien que tu te présentes rapidement, ou tu as le temps que tu veux. Ok. Je m'appelle Clément Testu, j'ai 26 ans. Donc effectivement, aujourd'hui, je travaille dans le milieu de la performance. Donc dans le monde du sport, je vais être préparateur mental. Donc j'ai fait une école à Bordeaux. La prépa mentale, moi, j'y ai goûté à travers le sport. Donc c'est vraiment mon domaine de prédilection. C'est là où j'ai le plus de facilité à travailler. Et le deuxième domaine dans lequel j'évolue, c'est l'entrepreneuriat, où je vais intervenir sur des sujets plus vastes, avec des équipes plus larges, où il faut intégrer de nouvelles méthodes, où il faut arriver à avoir un tempo commun. Donc on retrouve aussi la performance dans ces domaines-là. Ça fait 1 an maintenant que j'ai ouvert mon cabinet. Avant, donc j'étais dans le monde des assurances. Donc là aussi, une certaine manière d'intégrer la performance et notamment avec beaucoup d'indicateurs. Et en parallèle, dans le monde du sport, j'ai aussi pu me fixer certains indicateurs. Et le premier, c'est l'enjeu du classement. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Comment est-ce qu'on peut interpréter son classement ? Quel regard on porte sur soi quand on fait un bon ou un mauvais classement et qu'est-ce que ça impacte? Tu l'as un peu dit, le point de départ de beaucoup de problèmes, c'est qu'on se focalise à fond sur les indicateurs, sur les mesures. Ça devient une religion. C'est un peu le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui. Et voilà, on a tendance à se focaliser de manière presque exclusive sur ces indicateurs. Je ne sais pas si tu pourras dire des anecdotes sur ton ancienne vie dans une assurance. Des exemples. Parce que j'imagine, j'ai jamais bossé dans une assurance, mais j'imagine que doit y avoir des indicateurs à foison, quoi. Il y a des indicateurs en permanence. Moi, c'est quelque chose qui m'incommodait pas non plus. J'aimais bien. Après, il faut faire attention à comment est-ce qu'on les interprète, parce que des indicateurs, c'est pareil, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on va lire les indicateurs, comment est-ce qu'on va les interpréter, et surtout au regard de quoi en fait on les interprète. Souvent, c'est ce qui va manquer, c'est un objectif, in fine, dans tout ça. Et ne pas utiliser un indicateur comme un objectif, ce qui me fait une parfaite transition sur la loi de Goodhart. Il faut balayer toutes les caméras. La loi de Goodhart de son créateur Charles Goodhart. Bon. Ouais, on va dire Charles. Ni toi ni moi sommes. J'avais Steve, moi, mais. Non, c'est pas Steve, c'est sûr. C'est pas Steve. C'est Charles. Charles, oui, t'as raison. C'est Charles. C'est Charles. Charles Goodhart, t'as raison. Tu peux nous fact-checker ça, Simon? J'auto-fact-check notre information. Je crois que c'est Charles Goodhart, qui est un économiste britannique. Donc ça date, ce dont on parle, ça date des années 70, 75. 75. À la base, c'était pour analyser et optimiser la politique économique britannique.
Et en fait, il a utilisé une formule que j'ai notée là, qui est extrêmement simple, mais qui est extrêmement claire, c'est que lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Ça veut dire quoi ? Alors effectivement, à l'époque, c'était très politique monétaire, mais en fait, c'est hyper large, ça marche pour tout. J'ai quelques exemples, là, comme ça, que je peux citer, c'est le poids sur la balance. Yes. Par exemple, pour tous ceux qui cherchent à perdre du poids ou au contraire à gagner du poids, si le seul objectif c'est faut que je perde 5 kilos et que tout tourne autour de ça et que du coup le seul indicateur qu'on a qui est aussi l'objectif c'est le poids sur la balance, est-ce que ça ruine pas la performance ? Est-ce qu'on passe pas à côté d'un truc hyper important ? Toi qui as une qui a une approche assez holistique de la performance, ouais. C'est pas juste en réduisant ces 5 kilos sur la balance que... Et ben, franchement, très concrètement, le poids sur la balance, on va prendre mon exemple concret, où pour le coup, avant, je pesais moins lourd que ce que je pèse aujourd'hui, parce que je faisais beaucoup plus de sport. J'étais plus léger. Si je dois faire un comparatif avec avant, en fait, je portais beaucoup moins d'attention à mon poids, parce que mon objectif, c'était d'être rapide. Aujourd'hui, je vais porter beaucoup d'attention à mon poids, et mon but, c'est juste de perdre. Et je me rends compte que j'y arrive beaucoup moins qu'avant. De perdre du poids ? De perdre du poids. Ok. Oui, parce Donc, qu'avant, c'était pas un sujet. C'est ça. Et c'est totalement en fait ce qui se passe avec la loi de Goodhart. C'est que quand tu m'en as parlé la première fois en fait et que j'ai fait ma recherche, je me suis auto-compris et je me suis dit en fait ah ouais mais même toi aujourd'hui t'es pas dans la bonne démarche psychologique, même si ton métier c'est d'intellectualiser la performance. Donc en fait c'est hyper intéressant parce que encore aujourd'hui on en découvre. Et puis encore une fois, même moi qui suis dedans en permanence, je me rends compte que j'ai pas toutes les bonnes manières de faire et qu'en fait, in fine, à quoi ça va me servir de perdre du poids ? Je pense que c'est ça la vraie question qu'il faut se poser derrière tout ça. C'est le pourquoi je fais ça, pour quel objectif encore une fois. C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Quand j'ai analysé, que j'ai un peu préparé justement la vidéo d'aujourd'hui, en fait, j'aime beaucoup vulgariser les choses pour me les inculquer plus rapidement. Et quand j'ai vulgarisé, pour moi, la loi de Goodhart, et tu me diras ce que tu en penses, c'est s'attacher en fait au chemin qui nous mène au résultat et pas tant simplement à ce que le résultat de manière comptable représente. Ouais. Oui. Vas-y, repars là-dessus maintenant. Merci. Ça se termine là-dessus. Merci d'avoir écouté cette émission et d'avoir été avec nous. Non, je suis entièrement d'accord. Enfin, moi, c'est aussi mon interprétation. Encore une fois, on n'est pas des pros du sujet, mais je suis d'accord avec ça dans le sens où... alors, j'ai plein d'exemples qui me viennent et peut-être le plus important, le plus courant, c'est le chiffre d'affaires. L'indicateur clé par excellence de 100% des entreprises, je pense. Ouais. Et en soi, c'est presque plus une mesure ou une information ou une donnée brute en fait qu'un indicateur. Et le problème, moi, que j'ai déjà vu dans des entreprises, c'est de se dire notre objectif de chiffre d'affaires, c'est 40 000 euros par mois, par exemple. Et juste ça. Parce qu'à la fin, le truc qu'on observe dans 100% des cas, quand on n'a que ça, c'est coûte que coûte, je vais devoir atteindre on est à la course aux chiffres et on se pose pas vraiment les fondamentaux. Et il y a d'autres exemples que j'ai trouvés qui sont aussi parlants. Il y avait une étude qui sur un café qui avait été fait où le patron il avait créé en fait une prime à celui qui livrait le plus de café. Et donc il s'était dit plus je livre de café, plus j'ai de clients, plus j'ai de chiffre d'affaires. Donc, plutôt que de dire il faut faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, il avait été chercher le truc un peu plus loin. Il avait dit, en fait, c'est simple. Celui qui livre le plus de café, il a une prime à la fin, ce qui va inciter mes gars à livrer vite du café. Et en fait, il a créé un comportement non souhaitable et donc des conséquences qu'il n'avait pas forcément. Il a reçu des conséquences qui n'étaient pas souhaitables non plus. Parce qu'il s'était trop focalisé sur le quantitatif, donc sur ce que tu disais tout à l'heure, le résultat comptable de fin, en disant je veux celui qui livre 100 cafés par jour, il a tant, celui qui en livre 80, il a un peu moins, etc., etc. En fait, à la fin, ça incitait les mecs, les baristas ou les serveurs, à servir le plus vite possible, donc
plus trop de sympathie parce que pas le temps d'un sourire, pas le temps de discuter, de small talker avec un client. Laisser infuser, laisser l'eau chauffer correctement, pas le temps non plus. Et donc, il y avait une perte de service, une perte de qualité et au final une perte de clientèle. Ça c'est un des exemples. Il y en a un autre aussi qui m'a plu, c'est une autre boîte qui fabriquait des clous. On a des exemples très variés. Ouais. Et là, on a l'indicateur quantitatif par excellence, c'est un indicateur de production, de productivité. Donc, par exemple, alors là, on a deux manières de voir les choses. Soit c'est au poids, et du coup, on se concentre pas trop sur le nombre en tant que tel de clous à fabriquer. Oui. C'est plutôt sur le poids à produire en fin de mois, par exemple, ou en fin de semaine. Ou alors sur le nombre, justement. Quoi qu'il arrive, c'est du quantitatif. Et en fait, dans les deux cas, si on se concentrait sur le poids, alors, je mets de côté l'aspect, c'est des machines qui fabriquent, etc. Là, c'est une image. Les mecs avaient tendance à fabriquer des clous plus lourds, tout simplement. Ce qui veut pas dire que les clous sont plus efficaces. Et à l'inverse, en termes de quantité, s'il fallait de la quantité, ils avaient plutôt tendance à faire des clous plus petits ou voilà, parce que un clou coupé en deux, ça fait deux clous finalement. Donc ils atteignaient dans les deux cas leurs objectifs, sauf que à la fin des fins, produit de merde. Ouais. Voilà. Et il y a un truc en plus. C'est pour ça que ça m'a fait bugger tout à l'heure, parce que j'étais d'accord avec toi, mais je voulais rajouter un truc et j'arrivais pas à trouver le mot parce que c'est un mot assez complexe, mais je l'ai noté parce que j'ai été bon élève. Faut juste que je le retrouve. Il y a un truc en plus, c'est de venir chercher systématiquement le raisonnement contrefactuel. C'est ça que j'arrivais plus à trouver. Ça veut dire quoi ? Enfin, on en parlera peut-être juste un peu après le raisonnement contrefactuel. Ok, si tu veux. C'est en lien avec cette notion de causalité et du coup de s'efforcer de comprendre si on met ça en place, quel impact ça peut avoir. Donc par exemple, si je demande à mes gars qui sont des serveurs de café de servir plus de café, qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que ça va pas juste générer une ambiance de merde ? Est-ce que ça va pas juste nous faire fuir tous les clients, etc. Déjà, c'est ça que je voulais dire. Il y a un premier truc, c'est que et ça, tu le vois de partout et pas que dans les habitudes qu'on essaie de mettre en place au quotidien, mais quelque chose de juste humain, c'est l'imaginaire. Et c'est en fait essayer de toujours trouver la cause. Qu'est-ce qui va se passer ? Quelle peur, en fait souvent, il y a une peur qui naît. Je prends un exemple. Demain, je veux perdre 5 kilos. J'aime aller à McDo. Faut citer des marques. On a 40 abonnés, de toute façon, on a le droit. J'aime aller à McDo. Demain, il va falloir que je me restreigne. Est-ce que je vais arriver à tenir le rythme ? Et ça, souvent... Alors, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte, parce qu'il y a le stress, l'anxiété, etc. Mais tout ça, en fait, ça va rentrer en compte. Et le premier réflexe de l'humain, ça va être qu'est-ce qui va m'empêcher d'y arriver ? Ça, en plus, c'est quelque chose qui est très européen, on va dire occidental, comme manière de réfléchir. Il y a des cultures dans le monde où ils sont beaucoup plus dans le relâché, beaucoup plus dans le lâcher-prise. Nous, on est dans des sociétés où c'est très normé. Même moi, je le vois dans mes suivis. Ou même pas plus tard qu'hier, j'avais un tableau en fait récap des exercices que j'avais demandé à quelqu'un de me faire. Et en fait, il me notait des commentaires. Bon, très bon, mauvais, bof. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ce que j'essayais de faire dans mon cerveau, c'était de créer une échelle, en fait, où le très bon valait 5, le moyen valait 4, le bof valait 3, le mauvais valait 2. Et finalement, même quand tu as une donnée qui est pas palpable, parce que moi je te dis très bon, ça dépend de mon interprétation de ce qui est très bon, en fait, l'humain va chercher à le quantifier de manière comptable. Et c'est ça qui fait mal à la tête, en fait. C'est qu'en permanence, tu sais qu'il faut pas t'attacher aux chiffres, mais ça te rassure d'avoir un point d'ancrage. Et c'est ce qui est dur, en fait, passer outre. Et après, là, on touche des sujets comme le lâcher-prise, comme arriver à rester concentré aussi sur les objectifs, pas sur le chiffre, mais sur quelque chose de qualitatif, comme tu dis, arriver à sourire ou quoi, parce que c'est quelque chose qui est pas palpable, en fait, à la base. Ça me fait penser à c'est peut-être d'ailleurs un truc que tu traites avec tes clients, c'est ce qu'on appelle la météo des humeurs, tu sais, dans les entreprises. Et en fait, le concept derrière, c'est vraiment... Ça nous fera une transition toute trouvée sur la loi de Campbell, qui est notre loi hyper importante aussi. C'est que le quantitatif, c'est extrêmement simple et c'est extrêmement rassurant, ce que tu viens de dire. Sauf que tout ne peut pas être que quantitatif. On a besoin de qualitatif simple. On viendra à la fin sur c'est quoi les solutions qu'on peut mettre en place pour contrebalancer ces choses qui nous font finalement échouer et qui sont contre-productives. Simplement, savoir comment on se sent, rien que ça, ça devrait être dans les mesures
qu'on doit, et je termine parce que je vois que tu vas rebondir par rapport à ça, ça devrait être dans les mesures qu'on intègre au même titre que les quantitatifs. Et par rapport à cette météo des humeurs des salariés, ce qui est un outil qui est utilisé en RH, si effectivement on transforme le comment ça va en de 0 à 5 et ensuite on fait des moyennes et que au final on reste que sur ça redevient finalement du quantitatif. Exactement. En fait, la première chose que tu as soulevée et qui déjà pour moi est un chemin, c'est est-ce que je me connais réellement ? Comment est-ce que je réagis ? Comment est-ce que je sais que je suis dans une situation délicate ? Comment je sais que je suis dans de bonnes dispositions ? Ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, la première phase quand tu fais un suivi. Et déjà, en fait, c'est une phase qui est hyper longue. Parce que les gens n'arrivent pas... En fait, on n'a pas été éduqués à ressentir nos émotions. Par contre, on a été éduqués à suivre du quantitatif. Exactement. Le meilleur exemple, c'est l'éducation nationale, enfin le scolaire. Au final, on est évalué sur une note. Ce qui amène d'ailleurs un mot que je connaissais pas, c'est je l'ai noté également, le bachotage. Ah oui, c'est réviser pour réviser et après t'oublies ce que t'as appris. Et pardon, je t'ai coupé du coup. En fait, c'est déjà la première étape. En fait, c'est apprendre à reconnaître nos propres émotions. Et du coup, ça m'a perdu, mais je vais reconnecter avec le bachotage parce que de toute façon, on va forcément revenir. L'exemple le plus parlant, c'est quelqu'un qui fait du 3x500. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, on faisait du 3x500. Est-ce que tu peux expliquer le 3x500 ? Ouais, 3x500, c'est tu répètes en fait 500 mètres. C'est du sport. C'est du sport, ouais, c'est de l'athlétisme. En fait, c'est une discipline. Je saurais même pas expliquer réellement ce que c'est parce que ça n'a jamais été un sport qui m'a vraiment parlé, l'athlé, même si j'en ai fait quand j'étais tout petit. Mais ce que je me souviens, c'est qu'en cours, j'en faisais pour le coup au lycée. Et en fait, je courais pas parce que je voulais développer mes capacités de reprise, d'accélération ou de, je sais pas ce que ça peut être, mon capacité pulmonaire. Ce que je voulais, c'était juste avoir 14 sur 20. Donc en fait, j'ai été voir le barème. Je savais qu'il fallait que pour avoir 14 sur 20, je cours en tant de temps. Et finalement, j'ai bachoté la matière parce que j'ai fait en sorte de, sur une séance, me donner à fond. Et après, j'ai oublié tous les bienfaits que ça pouvait m'apporter. Donc finalement, j'ai été performant d'un point de vue, on dit pas notarial, c'est pour les notaires, d'un point de vue comptable. Mais finalement, je l'ai pas été d'un point de vue physique. T'es passé à côté totalement. C'est ça. Du vrai sujet. C'est qu'on ça. est censé nous enseigner à ce moment-là sur cette discipline-là, parce que je me rappelle avoir fait au collège ou au lycée, je sais plus exactement. Mais il y a une phrase qui résume ça, c'est que quand on se concentre sur la mesure, on en oublie l'intention derrière, en fait. Et on concentre notre attention sur la mesure et non pas sur l'intention derrière, sur l'objectif profond. Et on passe totalement à côté du truc, ce qui est une des raisons de pourquoi finalement trop se concentrer sur ces sujets-là nous fait échouer alors que ça doit nous guider à la base. L'exemple typique, tu vois, qui me vient en tête, c'est les gens qui font du body, les gens qui vont à la salle. En ce moment, c'est hyper à la mode. En fait, ce qu'on va demander en body, c'est d'avoir un ressenti sur le muscle qu'on va contracter. On va chercher des sensations, mais finalement, les gens, ils vont surtout se concentrer sur la charge qu'ils lèvent. Ouais, sur le chiffre qu'il y a sur le poids. Exactement. Et finalement, ils vont perdre l'intérêt de l'exercice parce que ils vont bosser d'autres muscles, d'autres manières de travailler leurs muscles. C'est une erreur s'ils travaillent le muscle dans le sens body, s'ils mettent trop de poids par rapport à ce qu'ils peuvent lever et donc qu'ils perdent la sensation. Et justement, ils passent à côté de la réelle performance qui est « je veux ressentir quelque chose ». Ça me fait penser aux mecs, ils prennent des charges beaucoup trop lourdes. Ego lifting. Et donc à la fin, il y a tout le dos qui se lève. Et donc c'est pareil, à l'école, on nous le disait beaucoup ça, parce que tu avais ceux qui voulaient faire les kékés, qui prenaient des poids beaucoup trop gros pour eux, et qui mettaient des grands coups mais à la salle, on en croise aussi des énergumènes comme ça. Et à la fin, en fait, tu te bousilles le dos, tu muscles pas ton muscle, en fait. C'est ça, parce exactement. Que tu te concentres sur le chiffre, sur le poids. Et je trouve que remis à des échelles vraiment très, très larges, dans une société où aujourd'hui la performance c'est beaucoup synonyme de contrainte, les gens ils vont plutôt chercher à avoir le résultat rapidement plutôt que d'étudier le chemin et les erreurs, le droit de se tromper, qu'il va falloir affronter pour réellement atteindre l'objectif. Ça c'est un truc que je voulais aborder tout à l'heure. J'aimerais bien avoir ton avis sur ça évoque quoi la performance ? Parce que tu l'as hyper bien dit, on est dans une société où performance, ou en tout cas
s'entraîner pour et mettre la discipline autour de la performance égale contrainte, prison, vie de merde, contraire à le plaisir, le bonheur, etc. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, voire pas du tout d'accord avec ça. Et toi, c'est ton travail, c'est quoi ton point de vue sur la performance ? Mon point de vue, c'est que aujourd'hui, tout le monde déjà peut être performant, même à son échelle. Par contre, aujourd'hui, les personnes qui sont mises en lumière parce qu'elles sont performantes, ça ne représente pas la majorité de la population. Je m'explique. Aujourd'hui, on va prendre un sujet qui est à la mode, qui est le crossfit. Les gars qui sont crossfitters et qui sont dans les premiers, c'est des personnes qui vont vivre pour leur discipline. L'exemple que j'ai pris, je suis en train de me rendre compte qu'il est hyper compliqué à traiter, mais c'est pas grave, je vais essayer de le prendre. Courage. Donc, c'est-à-dire que les gars, ils vont savoir que pour être les meilleurs en crossfit, il va falloir respecter un temps de sommeil, je dis une bêtise, une diététique, il va falloir respecter des entraînements, un sujet un peu plus controversé, il va peut-être falloir se doper, mais ça c'est un peu le sujet tabou, tu vois, à quelque chose près où tu auras toujours l'exception du mec qui va continuer de fumer même qu'eux, ils ont, on va dire, une checklist de ce qu'il faut avoir pour performer. Là, tu as vu, on a pris quelque chose de très factuel, c'est-à-dire que je peux l'écrire sur une feuille de papier. Maintenant, on va prendre l'exemple où c'est toi et moi, on est derrière notre téléphone et on veut devenir comme ces mecs-là. Le problème, c'est que ta vie, tu la prends à un point où tu as un contexte aussi autour de tout ça. Donc, tu vas peut-être travailler de nuit, donc tu vas pas pouvoir dormir correctement. T'as pas les moyens d'avoir une diététique où tu peux t'en faire une par ChatGPT, mais il y a aussi un temps d'adaptation. Tu vas aussi peut-être avoir un contexte familial ou avec ta copine qui va pas te laisser la possibilité d'aller à la salle autant que tu voudrais. Et finalement, tu te rends compte que c'est hyper compliqué de devenir comme ces gens-là qui sont tout là-haut. Les tops, le top 1%. Les tops, c'est ça, le top 1%. Parce que eux, ils sont passés peut-être par des phases avant toi en termes de temporalité qui étaient tout à fait différentes. Mais toi, finalement, remis à ton échelle et remis dans ton quotidien, c'est sûr que si factuellement tu compares ton quotidien et le leur, t'es pas performant. Par contre, déjà, ce qu'on peut se dire au quotidien, c'est qu'est-ce que je peux changer de minime ? C'est vraiment l'effet papillon pour me rendre un peu plus performant qu'hier et au fur et à mesure construire. Et ces gens-là, en fait, qui arrivent à faire le chemin plus ou moins rapidement, et ben c'est eux en fait qui sur la durée vont vraiment arriver à atteindre le top. En fait, la performance, elle est vue à l'extrême. Il n'y a pas de juste milieu. En fait, la performance, c'est aussi améliorer le 1% qui fait que tu vas améliorer soit ton confort de vie, soit tu vas mieux dormir, soit tu vas... Et dans la tête des gens, la performance, c'est associé à top 1%, systématiquement. C'est ça, exactement. Et en fait, il y a un monde entre les deux, quoi. C'est ce que tu dis. Et toi, ce que tu fais dans ton boulot au quotidien, c'est d'apporter une structure, des modèles, comme tu sais, d'intellectualiser le sujet de la performance pour que chacun puisse, sans tout changer dans leur vie, améliorer le petit 1% et avoir l'effet des gains cumulés. C'est ça. Et puis, il faut aussi être lucide sur quelque chose, c'est que moi, j'ai pas la prétention d'avoir des athlètes ou des clients, parce que dans l'entrepreneuriat aussi, il y a de la performance. J'ai pas la prétention d'avoir que des mecs qui vont percer. Donc en fait, il faut aussi accompagner ces gens-là à devenir meilleurs, parce que c'est pas tout le monde qui va accompagner des jeunes ou des personnes qui sont dans des prédispositions qui vont aller, par exemple, en Ligue 1, en top 14. Et moi, je suis pas préparateur mental dans des centres de formation comme le Paris Saint-Germain, comme l'ASM Clermont. Moi, je gère vraiment des gens qui vont chercher à être meilleurs, mais avec une base où, dans leur quotidien, mettre des choses en place pour se rendre plus performant, c'est déjà pas quelque chose de classique, en fait. Donc, il va vraiment falloir tout intellectualiser. Il va falloir aussi faire comprendre aux gens ce qu'est la performance. Souvent, aller lever des freins, aller lever des peurs, aller aussi lever de fausses croyances qui vont leur permettre d'avancer. Moi, je me vois vraiment comme quelqu'un qui fait de son mieux pour améliorer le quotidien des gens en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. J'en reviens là-dessus, l'objectif, c'est la chose la plus importante. À condition que ce ne soit pas l'indicateur. C'est ça. Non, mais après, tu peux avoir des objectifs qui soient quantitatifs. Je veux finir premier sur les 10 km de Shadrach. Et puis, tu peux avoir un objectif qui est qualitatif. Je veux pouvoir prendre du plaisir pendant que je cours 10 km. Ok, ça veut dire quoi déjà, le plaisir ? C'est quoi pour toi le plaisir, tu vois ? Et souvent de là découlent les premières séances où on a beaucoup de discussions et où finalement, le plaisir, déjà, t'arrives à comprendre que tout le monde ne le conçoit pas pareil.
déjà là, on comprend aussi pourquoi on se focalise beaucoup sur le quantitatif, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, arriver premier ou arriver 10e ou arriver, comme tu dis, c'est factuel, c'est simple, il n'y a pas d'interprétation possible. Par contre, est-ce que j'ai pris du plaisir ou pas? Beaucoup plus difficile à mesurer. Et avec tous les filtres qui existent, avec tous les biais cognitifs qui existent, etc. Simplement poser la question comment tu l'as ressenti, c'est pas évident déjà. Avec comment je l'ai ressenti, je sais pas, j'en ai chié, mais d'un côté je suis fier de moi, machin, etc. Et naturellement le cerveau il va vers du quantitatif parce que simple quoi. Ok, je suis arrivé premier, je voulais être premier, objectif atteint. Par contre, je voulais prendre du plaisir. Est-ce que j'ai vraiment pris le plaisir que je voulais prendre? Beaucoup plus difficile. Donc il y a un premier piège de systématiquement basculer sur de l'indicateur factuel, alors qu'en fait ça nous détourne du pourquoi profond quoi. Tu vois, aujourd'hui aussi il y a beaucoup l'impact et ça va faire vieux con de dire ça, tu vois, mais l'impact des réseaux sociaux où finalement tu te rends compte que les gens, ils vont vouloir avoir une esthétique, ils vont vouloir avoir des chaussures, ils vont vouloir avoir des marques, parce qu'en fait, et ça c'est le boulot du marketing, mais ça va être de leur faire croire que s'ils ont le vêtement, la paire de chaussures ou je ne sais quoi, ils vont devenir meilleurs. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Je serais curieux d'avoir les stats sur quand un mec atteint un sport, quand est-ce qu'il l'arrête, parce qu'en fait, la personne qui va tout le temps prendre du plaisir dans son sport, et souvent c'est pour ça que les personnes qui ont passé un certain âge cherchent plus la performance et d'abord le plaisir. C'est qu'en fait, quelqu'un qui va d'abord prendre du plaisir dans son sport, il va y rester plus longtemps que quelqu'un qui va vouloir arriver, performer, tout casser et vouloir les médailles et les trophées. Ou performer au sens du factuel. C'est pas performer au sens du plaisir. Parce qu'on peut performer dans le bonheur, en fait. On peut performer dans le plaisir. C'est ça qu'il faut chercher. C'est ça, par contre, qui est dur à trouver. Ouais. C'est ça qui est dur à trouver. Mais on peut le faire. On peut y arriver. Par contre, c'est tout un chemin, c'est intellectualiser beaucoup de choses. Souvent, on se rend compte que dans des sports comme le surf, tu vois, où il y a les vibes, les trucs comme ça, tu vois, qui sont plus relâchés, les mecs, ils n'ont pas du tout les mêmes réflexions que, tu vois, comme dans le skate, dans le ski, dans le vélo de descente. C'est des gars, quand ils vont d'abord s'attacher à la beauté des mouvements qu'ils exécutent, presque même avant de s'attacher au classement, tu vois. Et à ce qu'ils ressentent, en fait. C'est ça. Et au kiff. Quand je prends l'exemple du surf, il me semble qu'il y a des catégories dans le surf aussi, donc ça doit pas se vérifier dans toutes les disciplines du surf, il me semble. Mais c'est pas rare de voir des skieurs, par exemple, qui arrêtent les compétitions même de freestyle, parce qu'en fait, les figures sont notées, et donc eux, ça leur coupe leur capacité artistique, en fait. Donc ils préfèrent ne pas faire de compétition, mais s'éclater à faire ce qu'ils veulent, plutôt que de rentrer dans un catalyseur où là va y avoir des notes et du coup ils vont être bridés. Donc eux, tu vois, ils ont une manière d'intellectualiser la performance qui est pas comptable, mais qui est artistique, tu vois, juste sur le beau, sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est waouh, qu'est-ce qui pourrait faire peur, qu'est-ce que j'oserais pas faire. Et ça, je trouve que c'est une manière de réfléchir qui est vraiment à l'opposé de certains sports qui sont bouffés par la data. Qui a plus de chances de finalement nous faire plus performer, comme tu disais au début, à savoir quand je cherchais pas à perdre du poids, c'était plus simple de perdre du poids que quand je me focalise sur la balance parce que je veux perdre 1 ou 2 kilos. On a un peu dévié, mais faut qu'on parle de la loi de Campbell. Donald Campbell, et c'est marrant parce que en faisant mes recherches sur Donald Campbell, je suis tombé sur un sportif dans un premier temps. Moi, je connaissais pas, mais je crois que c'est un recordman de vitesse en type l'ancêtre de la Formule 1 ou quelque chose comme ça. Pareil, il nous faut un fact-checker. Et du coup, en voyant ça, je me suis dit, c'est marrant parce que moi, je pensais que c'était un psychologue américain et psychologue social américain. En fait, non, c'est un sportif. Et en fait, non, c'est 2 personnes différentes. Ils sont pas nés de la même. C'est juste dans le même nom. Donc, le Campbell dont on parle, c'est Donald Thomas Campbell, je crois, qui est un psychologue social américain et qui nous dit une chose pareille, très simple, que tu as commencé à évoquer tout à l'heure, c'est que quand une chose est trop basée sur le quantitatif, inévitablement, il y a le degré de corruption, on va l'appeler comme ça, qui augmente. Alors ça, c'est lui à la base, ce fameux Donald Campbell, il a surtout analysé ça et théorisé ça dans le monde politique. Là-dedans, souvent, on parle de corruption. Et donc, quand il y a vraiment... La prise de position sur un sujet délicat. Non, je parle pas politique. C'est juste qu'à la base, c'était pour la politique. Et pareil, il a théorisé une phrase que je vais citer parce que ça résume bien le sujet.
En gros, plus un indicateur quantitatif est utilisé pour prendre des décisions importantes, plus il va être soumis à des pressions de corruption et plus il va déformer les processus sociaux qu'il est censé mesurer. Donc, en fait, là, on est vraiment dans le 100% contre-productif. Et par rapport à ça, il y a 4 exemples qu'on peut citer, ou 4,5, dont un qui est plutôt tiré d'une anecdote, et c'est juste pour le storytelling, mais on ne sait pas vraiment si c'est vrai. Mais ça a donné le nom, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet Cobra. Et on t'appelle Cobra, c'est ça? C'est sûr. Dis pas ça parce que genre ça doit être 3 de mes potes, tu sais. Ok, on veut pas savoir pourquoi on t'appelle Cobra. On pourra couper ça à un moment. On va le garder. L'effet Cobra, c'est quoi? Alors, ça remonte à donc c'est a priori, hein, c'est une anecdote, mais ça remonte à une colonie britannique en Inde où il y avait beaucoup trop de cobras, donc le gouvernement, donc sous tutelle, ou je ne sais pas exactement à quel moment c'était, mais en gros, le gouvernement a dit, c'est simple, pour réduire ces nuisibles, que sont les cobras, on va inciter la population à les chasser pour nous. Pour ça, on va mettre en place une prime à ceux qui butent des cobras. Voilà, pour faire simple. De base, on pourrait se dire, bonne idée. Comment on mesure ça? Tu nous ramènes des cobras coupés en deux, tu en ramènes 100 à la fin du mois, on te donne 100 balles. La question que je me pose, c'est comment tu un cobra déjà? Ça, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Par contre, la version vérifiable de cette histoire, il y a une version vérifiable de cette histoire, c'est au Vietnam, je crois, et c'était donc colonie française. Et c'était pas des cobras, c'était des rats. Okay. Mais même histoire. Là, pour le coup, c'est vérifiable parce que c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte du problème. Tu vas voir où je vais en venir. C'est que, pareil, trop de rats. Ils se sont dit, il faut qu'on incite les gens à buter les rats et on va les récompenser pour chaque queue de rat qu'ils vont nous ramener. Okay. Ils demandaient pas à ramener le rat en entier. Grossière erreur. Vu que c'était que du quantitatif, en gros, tu ramènes 100 queues de rats, on te donne 100 balles et ainsi de suite. Les gens ont commencé à se dire, attends, mais je vais faire un élevage de rats. Je vais couper les queues comme ça, je coupe que la queue et je les tue pas comme ça, ils se reproduisent et ainsi de suite, et donc je vais ramener une quantité faramineuse de queues de rats. C'est vraiment payant. Et ils ont commencé à remarquer qu'il y avait énormément de rats sans queue. Et là ils se sont dit merde, on s'est fait avoir. Certes, les citoyens, les habitants nous ramènent des rats morts, mais enfin à moitié morts, on sait pas trop parce qu'il y a que des queues, mais ils comptaient que en queue en fait, si tu veux. Et donc là, ils se sont dit, mais gros problème, du coup, on va arrêter ça. Ouais. Pareil pour les cobras. Du jour au lendemain, avoir des gros élevages de rats ou de cobras, ça servait plus à rien. Donc les mecs, en fait, les éleveurs, ils les ont lâchés dans la nature. Résultat, ce qu'ils ont observé, en tout cas au Vietnam, c'est que avant la mesure, il y avait moins de rats qu'après la mesure, forcément, parce qu'il y a eu cet effet. Donc le système a été totalement corrompu. Il y a la même histoire avec, en Chine, pareil, des nuisibles. Alors c'est quoi? C'est des moineaux. C'est la même histoire. Oui, j'ai déjà entendu. C'est ce qu'on appelait donc en Chine populaire, quand on a appelé ça la période du grand bond en avant, de 58 à 62. Mao Tse-tung, exactement. Le petit livre rouge. C'est le livre qu'il a écrit pour de vrai. En plus. C'est vrai? C'est pour de vrai. Donc ils ont eu un problème, c'est il y avait trop de moineaux. Ils se sont dit, on va. Alors là, c'est un peu différent parce que il n'y a pas eu d'éleveurs de moineaux, mais en gros, ils ont dit, il faut qu'on bute un peu de moineaux, il y en a trop. Sauf que vu qu'il y avait une récompense à la clé, ils ont buté trop de moineaux. Ouais. Et le problème, c'est que c'est un prédateur, le moineau. Et donc ça a développé. Ça a développé des insectes qui, du coup, a créé des problèmes dans les champs. Enfin. Si j'ai pas de bêtises, c'était des sauterelles. Ou des sauterelles, ouais. Je crois. Mais il faudra vraiment checker. Fact-checker, Simon. Le petit livre rouge et les sauterelles, il faudra le checker. Et donc là, petit à petit, ça nous amène à cette fameuse pensée causale et contrefactuelle. C'est qu'il faut, avant de tout de suite se dire, OK, si on bute 100 rats par mois, au bout de 12 mois, on va en buter 1200, c'est génial, on a réglé notre problème. Ça, c'est une manière trop simpliste de voir les choses. Il y a une autre anecdote que j'aime beaucoup, que je te raconte, c'est les panneaux solaires en Espagne. Ça, c'est assez fou. Donc ça, là, on est en 2010, c'est plus récent. Et il y a eu des subventions énormes pour inciter les gens à investir dans le solaire et donc à réduire la dépense aux fossiles. Les subventions étaient tellement gigantesques, c'était démesuré, déconnecté de la réalité, que y a des gens qui se sont dit mais on va faire croire qu'on a des panneaux solaires, enfin on va alimenter des panneaux solaires avec des générateurs pour gagner notre prime parce que c'est plus rentable que l'essence qu'on dépense, etc. Et ils s'en sont rendus compte parce que ils avaient autant d'énergie qui arrivait, en fait ils rachetaient de l'énergie, voilà. Ils avaient autant d'énergie qui arrivait en journée qu'en nuit. Donc là ils se sont dit il y a un problème,
Comment ils font? Et ils se sont rendus compte que, en fait, il y avait des gros générateurs derrière qui tournaient pour alimenter le solaire, pour gagner la prime. Donc voilà, encore une fois, quand on se concentre que sur la mesure, à savoir ramenez-nous 6 gigawatts par 6 gigawattheures par an, on vous donne ça, en fait, on passe à côté du truc hyper important. Le truc, tu vois, qui me vient en tête en premier, c'est du coup quand j'entends ça, tu sais que il faut en fait chercher ce que ça pourrait produire derrière. Ce qu'il faut pas non plus avoir en tête, c'est alors, je parle pas de toute proportion gardée, hein, mais il faut pas non plus tomber dans l'excès de je vais trop avant de prendre une décision chercher aux conséquences qu'il peut y avoir derrière, parce que sinon on tombe dans je fais plus rien. Je pense que le dénominateur commun entre un entrepreneur, un athlète qui fait de la compétition et une personne lambda qui cherche juste à avancer dans la vie, c'est qu'à un moment, tu vas partir faire de la nouveauté, quoi que ce soit. Tu vas essayer de mieux cuisiner, tu vas essayer de mieux dormir, tu vas essayer de voyager, tu vas essayer d'avoir un meilleur chiffre d'affaires. À chaque fois, on s'expose à quelque chose, c'est l'échec, c'est ne pas y arriver. Et je pense que ça, c'est vraiment la meilleure des choses qui peut arriver, en fait. C'est se tromper et recommencer. Et avoir à chaque fois le courage de repartir. Ça fait un peu penser à Rocky, tu sais, qui dit l'important, c'est pas mettre des coups, c'est se relever. Et ben, c'est un peu ça, en fait, parce que c'est là-dedans que tu apprends vraiment, en fait, à te connaître, à savoir ce qui fonctionne pour toi, savoir ce qui fonctionne pas. Et il y a combien d'exemples de personnes qui ont réussi dans la vie, parce que ça aussi, la réussite, c'est quelque chose de très subjectif. Il y a la réussite qu'on nous vend au quotidien qui serait la réussite, et la réussite rien que de créer un foyer solide, par exemple. C'est... j'ai perdu ce que je voulais dire, encore une fois, parce que j'ai trop voulu philosopher. C'est la nuance entre... il faut avoir cette pensée causale, ce raisonnement causal, mais ne pas non plus tomber dans... Au même titre qu'il ne faut pas tomber que dans le quantitatif, il ne faut pas non plus que tomber dans le raisonnement causal et de se dire qu'est-ce qui va se passer si... Il faut tenter, en fait. Il faut tenter. Et il y a, combien de fois, moi le premier, j'ai essayé des choses et je me suis ramassé, mais surtout lamentablement, quoi. On le verra à la fin. Tu repars. À la fin, on va donner quelques conseils assez concrets pour que ce soit à titre perso, pour développer sa propre performance, ou que ce soit en entreprise, si on est dirigeant, directeur commercial, et voilà, et qu'on a des décisions à prendre, plus ou moins importantes d'ailleurs. Il y a quelques clés qui est en fait un gros mélange de tout ça. Donc c'est la nuance que tu apportes là. Avant de trop rentrer dans le sujet raisonnement causal, etc., et on va parler d'un mec pareil. Il n'y a que des noms là aujourd'hui, c'est Judea Pearl. Je ne sais pas comment ça se dit, mais Judea Pearl, on va l'appeler comme ça. Classe. Monsieur Pearl. Il y a un concept pareil qui est directement issu de Goodhart, qu'on lui doit. C'est ce qu'on appelle l'erreur causale de Goodhart. Okay. L'erreur causale de Goodhart, c'est quoi? C'est la confusion entre corrélation et causalité. Ça commence pareil. Et en fait, il y a une vraie différence entre les deux. C'est là où on va pouvoir aussi faire la liaison avec l'IA. Pourquoi? Parce que je fais une mini digression sur ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins qu'un système, informatique en l'occurrence, qui imite les résultats du raisonnement de l'homme. Ça n'est que ça. Donc, ce qu'on observe, parce que là, le sujet IA, c'est un gros sujet, on parle que de ça, etc. Donc forcément, ça relance certaines études, certaines recherches, etc. Quand on voit que certaines IA apprennent de manière totalement déconnectée, on se dit, mais en fait, vu qu'elle imite le raisonnement de l'homme et qu'elle a appris sur le raisonnement de l'homme, ça veut dire que l'homme aussi, il a un raisonnement totalement déconnecté. Et il y a donc cette erreur causale de Goodhart. Ça, faut l'intellectualiser déjà. Ça, oui, ça fait mal à la tête. Ça, déjà. Ouais, mais je vais revenir dessus. Avec un exemple très simple. Je cherche juste ce fameux exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est écrit à l'envers sur les notes. Hein. Ah ouais, c'est pour ça que l'imprimante est partie en freestyle. C'est extrêmement dur parce que la page 5, c'est la page 7. Non, en fait, le meilleur moyen d'expliquer ça, déjà de faire la différence entre corrélation et causalité, c'est l'exemple du thermomètre, enfin du baromètre et du calcul de la pression et du beau temps, en gros. Quand il fait beau, ça change la pression atmosphérique, ce qui du coup change également, et logiquement, ça change également la valeur sur le thermomètre. C'est parce qu'il fait beau qu'il y a un changement de pression atmosphérique, qu'il y a un changement de température. Sauf que
quand on apprend ça à une IA, elle se dit quoi? Elle se dit potentiellement l'inverse, c'est-à-dire quand je change ma pression atmosphérique ou quand je change la valeur sur mon thermomètre, alors il fait beau. Et c'est faux. C'est tout à fait faux, sinon ce serait chouette si on pouvait commander le beau temps. Et en fait, là, l'IA, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a confondu la corrélation, donc c'est-à-dire parce que changement de pression atmosphérique, alors changement de valeur sur le thermomètre. Mais ça, c'est pas une causalité. Pas une causalité. Il y a pas c'est pas en changeant le thermomètre qu'on change le beau temps. C'est plutôt qu'il y a une corrélation entre cette valeur de pression atmosphérique, ce beau temps donc, et cette valeur sur le thermomètre. Et par rapport à ça, donc pourquoi je parle d'IA et pourquoi je parle de ce fameux Judea Pearl, Pearl, plus je le dis, plus c'est dur à dire. Si le mec on va l'appeler Jude Pearl. On va l'appeler Jude entre nous. Je respecte pas son nom et pourtant c'est un très grand nom parce qu'il a reçu le prix Turing 2011, donc c'est un prix très prestigieux dans toutes les recherches liées à l'intelligence artificielle. Et il a notamment fait des travaux sur il a théorisé ce qu'on appelle l'échelle de causalité. Ok. Je vous l'évite en anglais, ça vaut mieux. Et en gros, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il distingue 3 niveaux de raisonnement. Le niveau 1, c'est ce qu'il appelle l'observation, voire les corrélations. Donc, en gros, quand X monte, Y monte. Okay. Ou inversement, quand X monte, Y descend. Bon, là, il y a une corrélation à ce niveau-là. Okay. Ça, c'est ce que font tous les algos de machine learning. Donc, c'est vraiment la base de l'intelligence artificielle, c'est d'entraîner des modèles pour établir des liens, des corrélations. Okay. Ensuite, il y a le niveau 2. Donc, normalement, l'humain se situe au niveau 2, normalement. Et le niveau 2, c'est si je touche à X, qu'est-ce qui se passe sur Y? Donc là, on commence à intégrer une notion de causalité. Et le niveau 3, le niveau le plus avancé, c'est ce qu'on appelle donc le fameux raisonnement contrefactuel, dont on a un peu parlé tout à l'heure. Et là, c'est qu'est-ce qui se passerait à X ou à Y, on va plutôt le faire comme ça, qu'est-ce qui se passerait à Y si X n'avait pas fait ça ou si X n'avait pas existé. Donc là, on établit véritablement une causalité directe. C'est pas juste on change un truc et on observe ce qui se passe. C'est si ça n'existe pas, toute chose égale par ailleurs, qu'est-ce qui se passe sur ça? Et introduire ce raisonnement-là, à quoi ça sert tout ça? C'est bien beau. Alors, d'un point de vue intelligence artificielle, ça sert à se dire que si on veut que l'intelligence artificielle se développe et paraisse plus intelligente, il faut qu'elle sorte du niveau 1, qu'elle bascule au niveau 2. C'est pour ça que c'est une échelle, voire même qu'elle arrive au niveau 3. Bon, ça, c'était la petite parenthèse intelligence artificielle, on n'y est pas encore. Mais par contre, vu que, comme je disais tout à l'heure, elle est entraînée sur le raisonnement humain, c'est important que l'humain lui-même se dise « je suis où sur cette échelle ?» Et en fait, atteindre le niveau 3, c'est réussir à développer comme un réflexe ce raisonnement de « et si je fais X ou si je fais pas X, ça va être quoi comme conséquence sur Y ?» sans non plus trop se focaliser là-dessus. Où est-ce que je veux en venir? J'avais un autre exemple, ça y est, je l'ai retrouvé. Ma feuille, elle apparaît comme par hasard. J'avais un autre exemple et après tu rebondiras là-dessus. Et après, on passera aux solutions. Il y a ce qu'on a appelé le dog barometer. Donc, le baromètre du chien. C'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une comparaison directe à comment on dresse un animal. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, on dresse une IA comme on dresse un animal. Donc, tout ce qu'on dit là, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire pour améliorer sa performance, en fait. C'est pour ça qu'on en parle. C'est le contre-exemple parfait. Comment on dresse un chien? On appelle ça la méthode par renforcement. C'est-à-dire qu'en gros, quand il fait une bêtise, on le pénalise. Quand il fait quelque chose de bien, on le félicite. Alors, carotte, bâton. Et une IA, par défaut, elle est entraînée sur des mécanismes aussi simples que ça. Quand elle fait quelque chose de bien, elle fait un truc au pif. Quand elle fait quelque chose de bien, on lui dit c'est bien, t'as bien bossé. Quand elle fait quelque chose de pas bien, t'as mal bossé. Le problème, c'est que ça donne des choses assez absurdes, comme par exemple ce qu'on a appelé le coq météo. L'IA, elle s'est dit, chaque fois que le coq chante, il fait jour. Donc elle s'est dit, en fait, il suffit de faire chanter le coq pour qu'il fasse jour. C'est le même exemple que le thermomètre de tout à l'heure. Ça marche. Et en fait, c'est totalement absurde. Nous, notre raisonnement a réussi parce que le raisonnement humain se balade entre le niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Et donc, on capte très vite que c'est n'importe quoi, que c'est pas en faisant chanter le coq que le soleil se lève. Mais en fait, quand on se dit ça, c'est qu'on est simplement dans l'observation des corrélations. Et quand on boucle la boucle de pourquoi je parle de tout ça, c'est que quand on se concentre que sur de l'indicateur
et que l'indicateur est objectif et qu'on se concentre que sur du quantitatif, finalement, on est bloqué au niveau 1 de l'échelle pardon, pas de Goodhart cette fois-ci, de Pearl. Bien joué, t'as bien suivi. Je suis parti dans un monologue interminable. T'inquiète, t'es là, tu déroules. Moi, j'ai trouvé une faille dans le truc et je m'y engouffre. Et donc, je me raccroche à mes notes. On est donc dans l'erreur causale de Goodhart, parce qu'on s'est gouré entre corrélation et causalité. Et quand on se concentre trop sur les indicateurs, en fait, on a de grandes chances de ne pas avoir cet esprit critique et de tomber dans l'erreur causale de Goodhart. Est-ce que, dans tout ce que j'ai dit là, il y a des choses, ça t'évoque des choses, tu as envie de rebondir là-dessus? Oui, ça m'évoque quelque chose. Ça m'évoque le fait que, à un moment, on est, comme tu le dis dans la stat, ça rassure, la data, ça rassure. En fait, à un moment, il faut juste arrêter de regarder la stat ou regarder la stat a posteriori. Parce qu'en fait, il faut commencer par quelque chose. Aujourd'hui, on est tous dans le « je veux faire bien du premier coup ». Et c'est pas quelque chose de mauvais parce que c'est bien d'être bon du premier coup, mais c'est très rare. Parce qu'en fait, il faut s'attacher à comment est-ce que je deviens bon. La technique. Souvent, acquérir la technique, c'est du temps. Et ça, le temps, malheureusement, c'est la seule donnée sur Terre que tu peux pas compresser, en fait. Donc, la seule manière d'accélérer le temps, c'est vers qui je me tourne pour acquérir la meilleure technique le plus vite possible. Donc là, ça implique de se documenter. Et c'est là qu'on fait le chemin, en fait, qui est correct. Donc, à un moment, c'est juste, la stat, c'est très bien. Moi, je l'utilise au quotidien. C'est quelque chose que j'adore. Mais à un moment, il faut faire. Il faut faire, et derrière, on se retourne et on bilante. C'est mieux de faire et de regarder ce qu'on a fait d'abord pour préparer le après, que de rester bloqué dans le « j'ose pas passer le pas, je fais pas parce que je surintellectualise tout ». Alors, il y a 2 poids 2 mesures. Si c'est faire du saut à l'élastique, je comprends que ça s'intellectualise. Si c'est faire des lasagnes le soir, je pense que le pas, il est facile à franchir. Tu vois ce que je veux dire? Et après, on va rentrer dans justement des discussions plus psychologiques sur quel est le rapport de chacun à ses peurs, quel est le rapport de chacun aux obstacles. Et en fait, souvent, tu te rends compte que quand tu vas faire avancer quelqu'un, c'est pas en lui montrant des chiffres et des stats, en fait. C'est juste en discutant avec lui, en allant dédramatiser des sujets, en allant le rassurer, en lui donnant des vrais exemples. Et finalement, si on doit extrapoler, la meilleure manière d'atteindre des chiffres qui soient élevés, en fait, c'est de pas s'attacher aux chiffres. C'était la première solution que j'avais en tête et que je voulais proposer. C'est que, concrètement, il faut... alors, soit, effectivement, on arrête d'être obsédé par un chiffre unique. C'est-à-dire, on se dit, je veux retrouver la forme, donc moins 5 kilos. Et donc là, on a une obsession du moins 5 kilos. Ça, c'est peut-être le premier conseil à donner, c'est ne pas arrêter de mesurer forcément, parce qu'on a besoin à un moment quand même de mesurer des choses et d'avoir des indicateurs pour savoir, ne serait-ce si on est dans le bon chemin. Exactement. Mais non pas donc d'arrêter de mesurer, mais de mesurer mieux. Je pense que ce que tu dis et que je vais résumer à ma manière, c'est que il faut à la fois du quantitatif parce que c'est du factuel et c'est pas du interprétable à souhait, qu'on associe systématiquement avec du moins palpable, plus abstrait. C'est-à-dire, ok, j'ai peut-être pas perdu 2 kilos, j'en ai peut-être perdu qu'un, mais comment je me sens? Et si je me sens bien, peut-être que je vais atteindre mon objectif plus tard, mais au moins je me donne une chance d'y arriver. Plutôt que, ouais, j'ai perdu 2 kilos, mais je suis dans le mal total, et à la prochaine crise d'anxiété, ça va être extrêmement compliqué. Donc, première solution, c'était effectivement de sortir donc de l'obsession du tout quantitatif, et de mesurer mieux, d'introduire, alors, de faire appel à toi, autopub. Non mais c'est vrai que quand tu dis le seul moyen de compresser le temps, on peut pas vraiment le compresser le temps, mais juste on peut faire moins d'itérations pour trouver la bonne méthode. Et donc passer par quelqu'un qui a déjà fait ce boulot d'intellectualiser et qui a déjà tout un panel de méthodes pour mettre les bonnes mesures, tantôt du quantitatif, tantôt des fois juste du feeling, quoi, en fait, tout simplement. C'est ça. Souvent, t'as envie de faire quelque chose parce que d'abord, tu prends plaisir à le faire. Alors après, la notion de plaisir, elle est vaste. Ça peut être le plaisir dans le goût de l'effort, ça peut être le plaisir dans ce que ça va produire en toi quand tu vas voir que tu réussis quelque chose. Le meilleur contre-exemple qui existe, c'est le monde de l'art. Parce que le monde de l'art,
c'est le monde de la subjectivité. C'est le monde du beau, mais qu'est-ce qui est beau en fait? Et qu'est-ce qui est bon? Et c'est pour ça que tous les artistes ont un public différent. Et c'est pour ça que c'est très compliqué pour un artiste et que souvent on a l'opposition des artistes et des chiffres. Parce qu'une performance artistique, c'est pas la même chose qu'une performance footballistique, même si certains vont dire que le foot c'est une forme d'art. On peut faire le test en live. Simon, ça coûte combien de faire un logo? Ça, c'est vraiment la question piège que tous les graphistes détestent. Moi, j'ai tendance à dire, pour compléter ce que tu dis, que les chiffres, les indicateurs, ça ne doit être vu que comme des signaux. C'est-à-dire qu'ils doivent nous apporter de l'eau au moulin dans notre réflexion, mais ça ne doit pas être ce pourquoi on fait les choses. Ça doit être qu'un signal. Et le voir comme un signal permet de se dire, ok, bon, bah, je ne peux pas m'en remettre qu'à ça. Ouais. Si je dois faire 20 000 euros de chiffre d'affaires et qu'en fait, je suis qu'à 10, c'est qu'un signal. Il faut essayer de comprendre, développer son esprit critique par rapport à ça. Ça doit permettre également de se poser les bonnes questions. C'est l'objectif aussi de cette émission. Exactement. On commence toujours par la question pourquoi et pas par comment. Parce que ça permet d'aller en profondeur dans les choses. Voilà, petite anecdote sur pourquoi on l'a appelé comme ça. La deuxième, le deuxième truc important que je voulais placer, c'est que, et j'ai pas encore utilisé ce mot-là, et pourtant c'est important de le comprendre, c'est les fameux KPI, les fameux indicateurs clés de performance, ce dont on parle tout le temps, ça n'est que des proxys. Qu'est-ce qu'on appelle un proxy? C'est un élément de substitution. C'est un indicateur de substitution. Le fait de dire l'IMC, par exemple, on est très prise de poids, perte de poids, mais l'IMC, c'est un proxy. Oui. Si mon IMC me dit 25, je crois qu'entre 18 et 22, en gros, t'es bien. En dessous de 18, t'es en maigreur. Au-dessus de 22, ou 23, je sais plus, t'es en obésité ou t'es en surpoids. Pour replacer le truc. Mais en fait, ça n'est qu'un proxy. C'est un truc, c'est une poignée mentale. Et par rapport à ça, se redire ça, conscientiser ça, permet de pas trop se focaliser là-dessus, parce que pendant qu'on se focalise sur le substitut, ben on se focalise pas sur le vrai sujet. Donc c'est bon. Je pense que tu es d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord avec ça. Et puis surtout, ça me faisait penser au fait que, pareil, encore une fois, si on se pose la question vraiment très extrapolée, c'est finalement, en fait, aujourd'hui, dans la société, à quoi ça sert les KPI? Je parle très peu anglais. KPI, on va dire les KPI. Parce qu'on pourrait très bien se dire, finalement, ça sert à rien, on arrête tout. Mais on est dans des sociétés où tout est normé. La norme, c'est souvent un chiffre, parce qu'on a besoin de ça, en fait, pour... on peut pas faire une thérapie individuelle à l'échelle du monde entier pour que chacun intellectualise le fait que... Donc, à un moment, on a mis des indicateurs communs que les gens vont essayer d'atteindre, ou tout du moins de se rapprocher. En fait, on sait que la solution, elle n'est pas miracle, mais je pense qu'on est persuadé que si une majorité de personnes se dirigent vers cette solution-là, leur IMC va s'améliorer. Oui, Donc en fait, l'indicateur, comme tu disais, et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il faut l'avoir en tête, il faut l'utiliser, mais c'est surtout comment est-ce qu'on l'utilise et qu'est-ce qu'on fait des informations que ça nous apporte. Et c'est pour ça aussi que être entouré, c'est bien, parce que ça permet vraiment d'avoir différents points de vue. Ça permet aussi des fois de gagner en objectivité, de gagner en lucidité, et finalement, tu y arrives plus facilement. Je suis entièrement d'accord. C'est souvent les indicateurs type IMC, mais il y en a plein, c'est des nivellements vers la moyenne, en fait. Enfin, c'est des nivellements moyens. Donc, c'est tout sauf adapté à son propre contexte. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que on dit souvent que l'IMC, il n'est pas du tout adapté, déjà aux femmes enceintes, typiquement, aux mecs qui justement font du bodybuilding, etc. Parce que en fait, au cul-de-jatte. Non, mais voilà, il y a plein d'exemples et c'est un bon exemple de dire. Au même titre que l'IMC n'est pas l'objectif absolu des gens, ça, je pense, c'est assez c'est assez compris, perçu. Mais pour autant, se focaliser, que ce soit en entreprise ou à titre personnel, se focaliser sur des indicateurs du même type que l'IMC, c'est la même chose, même règle en fait. L'exemple le plus concret que je suis en train d'essayer de sortir de ma tête, c'est la limitation de vitesse sur la route. Quand tu roules à 80 km/h sur la route,
on ne te garantit pas que tu vas pas mourir. Mais ce qu'on peut te garantir, c'est que si tu suis cette norme, tu as plus de chances de t'en sortir que si tu roules à 150. Bah, je pense que quand on a dit ça, ça résume en fait l'ensemble de la discussion. C'est que tu as des indicateurs il faut rouler à 80 km/h. Tu sais que tu peux le prendre en compte ou ne pas le prendre en compte et que ça peut passer. Mais si en tout cas tu es à 80 km/h, tu as plus de chances d'arriver à bon port. Et puis quand il y a des gros virages, c'est ça. T'es pas obligé d'être à 80 km/h. Il y a un contexte à adapter. Et bah, tu sais quoi, c'est la troisième grande solution par rapport à ces fameux indicateurs et cette quête de performance, c'est la flexibilité. J'avais noté. Parce qu'on mesure d'ailleurs en prépa mentale. La flexibilité, très simple, c'est quelle est ta flexibilité Non, pas l'élasticité cérébrale. Je crois que c'est ça dont tu voulais parler. C'est en fait, on demande à la personne quelle est ta flexibilité mentale, sachant que à 0%, t'es ultra flexible. T'es ultra flexible. T'es gros tas de morve dans les Pokémon. Oui, t'es vraiment tout mou, t'es un chewing-gum. Et à l'opposé, à 100, t'es un caillou. Tu n'es ouvert à rien. Rien ne pourra rentrer dans ta tête. Mais c'est même au-delà de la psychorigidité. Ah ouais, okay. Et en fait, on demande à la personne, et on est conscient qu'elle n'est pas formée à vraiment comprendre ce que ça va être de répondre 20, 60 ou 70. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est juste avoir déjà un premier état de à quel point la personne elle va être ouverte mentalement aux techniques qu'on va lui apporter. À quel point elle est coachable, en fait. Enfin, à quel point elle... C'est ça. Ouais. C'est ça. Avoir un premier indicateur. Mais tu vois, encore une fois, notre indicateur, c'est un indicateur qui va nous donner une tendance. Mais à l'inverse des indicateurs dont on a parlé tout au long du podcast, c'est pas un indicateur qui va permettre de savoir où tu te situes réellement. On pense que moi, selon mon jugement, selon mon vécu, selon mon éducation, mentalement, je suis flexible à 70%. Et une personne qui vient des pays asiatiques comparée à une personne américaine, pour elle, être flexible à 70% mentalement, ça va vouloir représenter pas du tout la même chose. Mais par rapport à ce que tu dis, ça n'aurait aucun sens de dire « Ok, t'es flexible à 70%, ton objectif, c'est d'être flexible à 50%. » Parce qu'en fait, la flexibilité, même si à la fin, on le ramène à un chiffre, ça reste du pseudo-qualitatif, en fait. C'est-à-dire que c'est pas palpable, c'est pas factuel, c'est un ressenti, et par rapport à ça, c'est pour ça qu'on a tendance à basculer, à rationaliser. Et donc, le piège, si on met des chiffres à tout, c'est de se dire, bon, allez, par rapport à telle évaluation, tu es flexible à 70%, par rapport à telle autre, tu seras flexible à 50%. Et mettre ça en guise d'objectif, c'est de perdre totalement de vue le pourquoi on est en train de parler de ça. Donc, bon, ça résume un peu tout ce qu'on a dit jusque-là. Le quatrième point, c'est ce qu'on vient de dire juste avant, c'est de raisonner en termes de causalité, justement. De ne pas tomber dans le côté, est-ce que le remède, est-ce que le vaccin que je vais donner, il n'est pas pire que le problème? C'est ça. Et donc, commencer, même si ce n'est pas systématique, il ne faut pas de manière systématique penser en termes de causalité, mais de toujours l'avoir en tête et de se dire par rapport à cette fameuse échelle de Pearl, je me fais plus avoir à dire le prénom, est-ce que je suis niveau 1 là et je fais un truc bête et il faut livrer 100 cafés, point barre. Là, c'est très niveau 1, parce qu'on se dit, plus je livre de café, plus j'ai de chiffre d'affaires. Et en fait, le problème, c'est que oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Si je touche à X, qu'est-ce qui va se passer à Y? Voilà, donc réfléchir en termes de causalité. On a parlé de beaucoup de choses. Ça fait 1 heure, peut-être même un peu plus. 1 heure pile. 1 heure pile. C'est quoi le mot de la conclusion? Le mot de la conclusion, ce serait qu'on a fait beaucoup de raccourcis sur beaucoup de sujets pour vulgariser et intéresser les gens. Mais en réalité, l'humain est tellement plus complexissime que juste ce qu'on a dit en 1 heure, que ce serait prétentieux de vouloir avoir l'insolence de résumer ce qu'est les émotions, le cerveau et la performance en si peu de temps. Ce que j'invite vraiment les gens à faire, c'est juste observer votre quotidien, observer comment est-ce que vous fonctionnez, parce que la plupart des réponses qu'on va apporter, en fait, vous les avez déjà, et les gens sont bien plus capables que ce qu'ils pensent pouvoir l'être, et sur de nombreux sujets. Donc j'espère qu'il y aura un second podcast, j'espère qu'on va aborder d'autres sujets, mais vivez les choses à 2000%, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous vivrez, les échecs que vous allez avoir, parce que ça va toujours être formateur et vous allez apprendre plein de choses. Moi, je rajouterais que, en fait, cette science de l'indicateur et de la mesure, ça paraît être
Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui prennent le temps de se dire attends, j'ai peut-être besoin d'être aidé juste sur ce truc-là. Parce qu'on se dit, mais attends, je sais lire un chiffre, en fait. On se dit naturellement, et moi le premier, avant que je bosse vraiment dans ces sujets-là, je me disais, mais on va pas aider des dirigeants à lire leurs chiffres, par exemple, ou à interpréter leurs chiffres, parce que, enfin, je te rejoins sur le côté, c'est prétentieux, et en fait, tout le monde sait lire des chiffres. Oui, mais en fait, il y a une vraie science derrière. C'est pour ça qu'on parle à la fois de psychosocial, à la fois d'intelligence artificielle. Bon, ça, c'est plutôt anecdotique. Et à la fois de purement de mathématiques, enfin de données. C'est pas forcément une vraie science, mais il y a un vrai sujet derrière ça. Il faut déplacer le focus de ce qu'on mesure, se poser la question de ce qu'on mesure et surtout comment on le mesure. Et par rapport à ça, alors là, je m'adresse surtout aux dirigeants, parce qu'on on est tous les deux on bosse avec des dirigeants essentiellement, enfin pas que, mais essentiellement. Après, pour moi, quand tu es un athlète, de toute façon, tu es déjà un dirigeant un petit peu en soi. De toi-même. Parce que tu es ton propre auto-entrepreneur. J'insiste sur cette idée qu'il faut, à mon avis, décomplexer ce côté, c'est pas si simple. En fait, il y a un vrai art de la mesure. Qu'est-ce qu'on mesure? Comment on mesure mieux? À quelle dose on injecte du total abstrait, du total vibe ou du total, je sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas on sort des mathématiques, parce que même si c'est rassurant les mathématiques, des fois faut en sortir, et à quelle dose on met ça, et à quelle dose justement on utilise des vrais indicateurs, pour le coup quantitatifs, très factuels. C'est toujours un mélange, quoi. C'est jamais, il n'y a jamais une ligne tracée à la fin. C'est toujours un savant mélange de qu'est-ce que je prends en compte, qu'est-ce que je prends pas en compte, pourquoi je le prends pas en compte, comment je le prends en compte. On est assez complémentaires. Ce sera le mot de la fin. Allez, écoute, merci. Merci à toi. Et puis, c'était hyper cool de parler de ça avec toi aujourd'hui. Et je dis à bientôt. Peut-être qu'il y aura une deuxième. Peut-être que cet épisode sera coupé en deux. On verra. Parce qu'une heure, ça peut être lourd à digérer. Il y a effectivement, on a soulevé beaucoup de sujets. Il y a peut-être des sujets qui mériteront un épisode 2, 3, 4. Et puis, merci tout le monde et ciao. Si ce format vous plaît, pensez à le noter, le commenter. C'est tout simple, mais ça nous aide énormément à continuer et surtout, ça nous motive. Vous pouvez aussi suivre Tizi sur nos différentes plateformes, notre site où on partage des ressources et des méthodes concrètes, cette chaîne, et bien sûr LinkedIn où on publie régulièrement sur la data, le CRM et l'IA. Et si vous voulez aller plus loin ou gagner du temps sur votre stratégie data, on peut tout simplement se prendre 15 minutes pour en parler ensemble. Je vous dis à la prochaine, ciao.